bonjour à toutes et à tous. Alors je salue bien évidemment Bruno qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. C'est sa 80e réunion. 80e réunion. Je salue bien évidemment mon ami Pierre-André Périssol qui est venu de Moulins. Je salue Frédéric Aguilera qui est venu de Vichy avec le premier adjoint de Vichy, notre ami Gabriel Maquin. Je salue bien évidemment nos amis du Puy de Dôme, faites leur innovation. Et puis du fond du cœur, mes chers amis, je vous remercie, vous êtes toujours aussi exceptionnels. Parce que chaque fois qu'on vous demande de vous mobiliser pour une cause importante, eh bien, vous répondez spontanément présent. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un homme qui s'est engagé sans réserve dans la vie politique, publique, qui a même eu le courage, et il y a peu de hauts fonctionnaires qui démissionnent lorsqu'ils s'engagent dans la vie publique. Nous sommes deux au moins aujourd'hui. J'ai fait la même chose que toi. Et je ne le regrette pas. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, vous le savez tous. C'est quelqu'un qui a des convictions. C'est quelqu'un qui a envie de faire entendre la voix de la vérité et du bon sens. Et c'est quelqu'un qui, bien qu'engagé depuis des années dans la vie politique, n'alimente pas la chronique au quotidien des affaires. C'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Notre pays ne va pas bien. On peut bien dire que notre pays va très mal. Nous avons un président de la République qui passe son temps d'ailleurs à dire le contraire de ce qu'il avait dit lors de sa campagne électorale. Vous vous souvenez des anaphores, moi président, moi président, moi président. Mais on peut les décliner aujourd'hui. Je crois qu'il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Et je ne vous parlerai pas de ces péripéties d'alcôve qui jettent le discrédit dans le monde entier sur notre pays. Je ne vous parlerai pas non plus de son secrétaire général, qui est un menteur patenté, reconnu aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de son gouvernement, parce que là, plusieurs heures n'y suffiraient pas. Nous avons un gouvernement aujourd'hui d'amateurs qui, au moment où la France aurait vraiment besoin de prendre des décisions importantes, se montre absolument incapable de prendre collégialement une seule décision. Je vais vous raconter en quelques mots l'anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours à Montmarault. Nous avions deux stars du gouvernement de M. Valls qui rassemblaient les élus à Montmarault pour leur apporter la bonne parole. Je peux vous dire que quand on a quitté la salle, on était quelque peu dépité. Il y avait d'ailleurs notre député qui lui aussi était dépité. Mais je n'ai pas jugé bon d'intervenir tellement le niveau du débat était au ras du sol. Mais j'ai demandé à Jean Malot, que beaucoup connaissent ici, j'ai dit, écoute Jean, j'aimerais bien rencontrer Madame Pinel pour lui parler de deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est le nouveau projet de rénovation urbaine et c'est la situation du logement social dans le bassin montluçonnais. Il me dit qu'à cela ne tienne, il me présente à Madame Pinel, fort courtoisement, je salue Madame la ministre. Je lui dis, Madame, très rapidement, je voudrais vous entretenir de deux problèmes, c'est la rénovation urbaine et le logement social. Elle me regarde et elle me dit, mais monsieur, ce n'est pas de ma compétence. Voyez avec le ministre compétent. Je peux vous dire que je ne suis pas resté longtemps sur zone, je suis parti, mais ça donne l'image de l'incompétence crasse de ce gouvernement. Ne parlons pas du Parlement, où M. Valls court désespérément après une majorité.
Et puis, ce qui est plus triste, c'est que notre opposition, aujourd'hui, est inaudible. Et ça, c'est extrêmement grave, et c'est pourquoi je remercie Bruno d'être parmi nous ce soir. Parce que pendant ce temps-là, la France est en train de dévisser du point de vue économique. Il faut donc, aujourd'hui, un discours de vérité et un discours de bon sens. Un discours de bon sens sur les affaires sociétales. Il faut arrêter l'ambiguïté sur la PMA, la GPA, et je t'ai entendu l'autre jour sur une télévision, je ne sais plus laquelle, où tu disais des choses vraiment claires et précises. Merci Bruno, et je pense que tu vas nous le redire tout à l'heure. Et puis, il faut également rendre la compétitivité à nos entreprises. Aujourd'hui, nous avons un code du travail qui lutte avec acharnement contre l'emploi, parce que c'est de cela qu'il s'agit actuellement. Et puis, nous avons également d'autres préoccupations. Nous avons des préoccupations quant à notre posture, notre position au sein de l'Europe. Et il faut là aussi qu'une voix raisonnable se fasse entendre pour éviter que le Front National prospère sur des idées fausses. Quand on dit qu'il faut sortir de l'euro, je crois, tout le monde peut comprendre que c'est une utopie. Mais le discours peut prendre sur d'autres registres. Je pense notamment à l'immigration, où Madame Le Pen raconte absolument n'importe quoi. Et j'ai été très heureux, Bruno, de t'entendre dire avec clarté et force qu'il y avait d'autres solutions que de rayer d'un trait de plume l'Europe. Nous avons véritablement besoin de l'Europe. Nous devons travailler avec nos partenaires européens, et tout cela doit se faire à partir de propositions raisonnables, concrètes, et surtout que la France tienne ses engagements auprès de nos partenaires européens. Et puis nous avons besoin d'une grande lessive au niveau national. Ce gouvernement a été absolument incapable de promouvoir les bonnes réformes. Il a même sacrifié la réforme de Nicolas Sarkozy concernant la réforme territoriale. Aujourd'hui, on nous présente une réforme fabriquée un soir à l'Élysée, Julie ne devait pas être là, sur un coin de table, et qui, aujourd'hui, je vous le dis mes amis, va plonger les collectivités territoriales dans une ambiguïté extrême. Et, contrairement à ce qui est annoncé, va coûter très cher, mais très cher aux contribuables. Il y a par exemple, je laisserai à Bruno le soin de vous dire sa vision de cette réforme, mais il y a quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer. Je pense que, Pierre-André, tu es en train de travailler sur ton budget. Ville et agglo. C'est l'exercice auquel nous sommes confrontés actuellement. Eh bien, la perte de 11 milliards de dotations aux collectivités locales est quelque chose d'extrêmement grave. Gravissime, parce que les collectivités locales vont être étranglées. Pour certaines, ce sera dès 2015, pour d'autres, 2016. Mais ce qui est grave, c'est que non seulement nous ne pourrons plus faire fonctionner nos collectivités, c'est-à-dire rendre le service attendu par nos concitoyens, mais nous allons paralyser l'investissement dans notre pays. Et si nous paralysons l'investissement, vous le savez, les collectivités locales abondent à hauteur de 70, 72, 73% la commande publique. S'il n'y a plus de commande publique, le moteur économique de nos territoires va s'arrêter. Vous avez vu dans la presse une conférence de Pierre Berger, le président régional de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, qui annonce pour l'Auvergne, uniquement pour l'Auvergne, la perte de 1300 emplois. Et ce n'est qu'un début. Donc il faut véritablement que nous ayons une opposition qui soit capable de dire la vérité à nos concitoyens et qui soit capable de promouvoir et de proposer dans un premier temps et promouvoir dans un deuxième temps des réformes qui permettront à notre pays d'assurer sa place au sein de l'Union européenne. Celui qui peut faire ce type de proposition, car il a déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, et il le fait sans arrière-pensée. Il vous le dira tout à l'heure, il ne court pas après la présidentielle de 2017, il veut simplement mettre notre parti en ordre de marche pour faire taire, une bonne fois pour toutes, les élucubrations du gouvernement de M. Hollande. Merci Bruno, et je te passe...
Merci Daniel de nous accueillir ici. Merci Bruno d'être là. Il y a un an, à peu près jour pour jour, tu étais à Moulins et je t'en remercie. Je veux évidemment saluer tous mes collègues et amis de Montluçon, de Vichy, et, du Puy-de-Dôme même, et vous toutes et tous, chers amis. Voilà, s'applaudir, ça fait du bien. Je crois que si on est si nombreux, au point où il va falloir pousser les murs, Daniel, c'est que je crois qu'on est tous conscients de la gravité de la situation. Et surtout de l'enjeu de la situation. Et qu'on est à une période charnière où il nous revient, dans maintenant 15 jours, d'écrire l'histoire qui va se dérouler après. Ou du moins, d'arrêter les clés de l'histoire pour que nous puissions, pour que notre pays puisse écrire une nouvelle page de son histoire. Vous le savez, Daniel vous l'a dit avec beaucoup de force, notre pays va mal, va très mal. Il s'avère que je reviens du continent américain, l'image de notre pays là-bas est dans une incompréhension totale. On ne comprend pas comment ce pays peut sortir du chemin comme ça. Notre pays va mal, les Français vont mal, parce qu'ils perdent confiance dans notre capacité collective à redresser ce pays et à redevenir maître de notre destin, et évidemment, les militants que nous sommes, notre mouvement, nous allons mal. Et donc, dans ce moment, nous devons reconstruire une confiance, regagner nos valeurs, et pour ça, l'enjeu du 29 novembre est absolument essentiel. Si nous voulons pouvoir reconquérir le cœur des Français, il nous faut d'abord procéder à un renouveau des hommes, à commencer par un renouveau pour notre leader, et c'est la première raison pour laquelle je souhaite de tout mon cœur que tu arrives à la présidence de notre mouvement à la fin de ce mois. Deuxièmement, je pense que dans la crise que nous traversons, et dans la crise complète vis-à-vis de nos concitoyens, il faut de l'authenticité. Et l'authenticité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et si tu me permets l'expression, Bruno, ce qu'on est. Et je pense que c'est essentiel d'avoir un leader politique qui porte cette valeur de cohérence entre ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, ce qu'il dit et ce qu'il est. Je pense aussi qu'il est essentiel, si on veut susciter la confiance chez nos concitoyens, qui est vraiment la première des tâches qui nous attend, c'est d'abord de ne pas avoir de part capable de générer de la méfiance. Et que donc, l'intégrité de la personne politique, bien entendu, est quelque chose d'essentiel. Je crois aussi qu'il faut être capable de rassembler. Certes, il faut une majorité pour devenir président, mais il faut surtout une quasi-unanimité pour après gérer et reconstruire ce mouvement. Et il ne faut surtout pas se tromper de date. On est en 2014, on n'est pas en 2017, ni en 2016. La primaire, c'est demain. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver une force dans notre mouvement. Et puis, il faut de l'audace. De l'audace, c'est-à-dire avoir le courage de porter un certain nombre d'idées. Je n'évoquerai que deux choses. La première, c'est l'image que tu as laissée chez nos compatriotes. Ici, ils sont nombreux, agriculteurs, où, en tant que ministre de l'Agriculture, tu as su les défendre. Et je ne veux retenir qu'une chose dans tout ce que tu as évoqué, puisque tu nous en parleras, c'est ta volonté de faire de l'éducation le grand combat de la droite, et je pense que c'est indispensable de s'approprier, je ne dis pas de se réapproprier, parce que malheureusement, on ne se l'est jamais approprié, mais de s'approprier ce grand dossier. Alors, tu évoquais, je me rappelle, à Moulins, il y a un an, le fait que tu voulais qu'on valorise le mérite et qu'on puisse faire en sorte que le mérite soit reconnu. Malheureusement, Bruno, dans la vie politique, le mérite n'est pas toujours reconnu. Eh bien, j'espère que tu feras une exception. Merci beaucoup. Merci.
cher Pierre-André, pour ces mots qui me vont droit au cœur. Merci Daniel pour ton accueil ici dans ta belle ville de Montluçon, dont tu as réussi la transformation. Preuve qu'il existe des responsables politiques, comme l'a très bien dit Pierre-André, qui font ce qu'ils disent et qui tiennent leurs promesses. Et si je suis ici à Montluçon, c'est parce que j'aime votre ville et que j'aime son maire, le travail qu'il a accompli au service de ses concitoyens. Je me sens ici un peu chez moi. Je ne viens pas de l'Allier, mais je n'y ai pour ainsi dire que des amis. Le maire de Montluçon, le maire de Moulins, et je remercie Pierre-André de son soutien, qui est un soutien bienveillant depuis des années et des années. Je lui ai souvent demandé conseil dans ma carrière politique. Il a beaucoup de capacités, il a beaucoup d'avis sur beaucoup de sujets, et lui aussi a réussi à faire de Moulins une ville qui est respectée, animée. Je pense qu'il mérite lui aussi vos applaudissements. Je veux remercier aussi Frédéric, mon ami Frédéric, de son soutien constant. C'est un soutien précieux pour moi. Remercier le premier adjoint de Claude Malioret de sa présence. Vichy est la troisième ville importante du département, donc je suis très sensible à la présence du premier adjoint de Claude. Remercier tous les habitants de l'Allier qui sont présents et avoir un petit message particulier pour mes amis du Puy-de-Dôme qui ont fait le déplacement jusqu'à Montluçon. Ça me touche beaucoup. Alors, comme on est en fin de campagne, je pense que c'est le moment de se dire les choses avec beaucoup de liberté et beaucoup de franchise. Je lis comme vous la presse. Je l'écoute, je la regarde. Et je vois que dans le fond, il n'y a pas d'élection le 29 novembre prochain. Elle est déjà jouée. Elle est déjà gagnée. Et on est déjà à l'étape suivante de savoir qui va être notre candidat à l'élection présidentielle de 2017. Eh bien, le premier message que je veux vous faire passer ce soir avec beaucoup de force, ne vous trompez pas d'élection. Le 29 novembre prochain, vous n'allez pas choisir le futur candidat à l'élection présidentielle. Le 29 novembre prochain, vous allez choisir le président de l'UMP, celui qui va reconstruire la droite, celui qui va tirer un trait sur les 2 années noires que nous venons de passer, avec la guerre des chefs, avec les scandales financiers. Ne vous trompez pas d'élection. Ne vous trompez pas d'échéance. Si jamais vous confondez les échéances et que vous choisissez le 29 novembre prochain le futur candidat à l'élection présidentielle, une personne qui se servira de l'UMP comme marchepied d'une ambition personnelle, qu'est-ce qui va se passer? Dès le lendemain, tous les autres candidats légitimes à l'élection présidentielle à droite, les Alain Juppé, les François Fillon, les Xavier Bertrand, déclareront la guerre au président de l'UMP, candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, c'est parce que je veux éviter ça que je suis candidat à la présidence de l'UMP. C'est parce que je refuse catégoriquement qu'on ouvre une nouvelle guerre des chefs, que je vous demande de ne pas confondre les échéances, et c'est parce que je sais que les militants sont souvent beaucoup plus sages que leurs chefs, que je suis convaincu que nous allons ensemble créer la surprise le 29 novembre prochain, et que vous allez me porter à la présidence de l'UMP. Échéance essentielle. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans le pays. Daniel en a suffisamment parlé, il l'a très bien dit. Je veux juste faire une petite remarque sur ce qu'a dit Daniel. Tu as posé la question à un membre du gouvernement pour savoir, sur le sujet que tu avais à traiter, quel serait le ministre compétent. Eh bien, il n'y en a pas de ministre compétent pour le problème que tu as réglé, parce que les socialistes au pouvoir, c'est l'incompétence à tous les étages, et surtout à l'étage de la présidence de la République. Quand vous voyez jusqu'où nous sommes allés, à quel point nous sommes tombés bas, un président de la République qui fait une grande émission sur France 2 à une heure de grande écoute, qui patauge, qui nage pendant plusieurs heures devant les Français, et dont la seule annonce est de dire qu'il n'augmentera pas les impôts des Français l'année prochaine ou jusqu'à la fin de l'année 2017, et dès le lendemain ou le surlendemain, il est démenti par son ministre du budget qui dit « Vous avez mal compris, on va quand même augmenter les impôts », d'ailleurs on avait tous compris que quoi qu'il arrive, les impôts compteraient, c'est leur seule façon de gouverner, mais ça veut dire une chose simple,
Désormais, c'est l'incompétence et l'injustice qui règnent en maître au plus haut niveau de l'État. Il n'y a rien à attendre de la gauche, et bien c'est bien pour ça qu'il est urgent de reconstruire une droite républicaine forte, respectée, crédible, et c'est mon ambition en devenant président de l'UMP. Pour ça, je veux prendre ce soir un certain nombre d'engagements très clairs devant vous. Le premier engagement, c'est de faire la transparence totale sur les scandales financiers qui ont tellement nui à notre parti. Alors je sais bien que pour certains, la meilleure des solutions serait de mettre la poussière sous le tapis. De ne surtout pas parler de l'affaire Big Malian, d'enterrer les scandales financiers, de faire disparaître comme par magie les 11 millions d'euros que vous avez remboursés avec vos cotisations au parti. Eh bien moi, je refuse cette facilité-là. Je la refuse au nom d'une certaine conception de la morale. On ne peut pas avoir demandé aux militants de se saigner les 4 veines pour rembourser les 11 millions d'euros de l'UMP et ne pas être capable de dire aux militants où est passé leur argent. On ne peut pas dire aux militants cotiser, leur tendre la sébille en permanence et être incapable de leur rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent de leur cotisation. La deuxième raison, c'est que ça va être très compliqué d'expliquer aux Français que l'UMP est redevenu un parti crédible, que l'UMP est prête à diriger les comptes de la nation si l'UMP n'est même pas capable de diriger les comptes de sa propre famille politique. C'est une question de crédibilité vis-à-vis des Français. Jamais l'UMP ne retrouvera sa crédibilité aux yeux des Français si elle n'est pas capable de faire la transparence sur ce scandale Big Malian, d'établir les responsabilités et de savoir qui a fait quoi de l'argent des militants, c'est-à-dire le vôtre. C'est le premier engagement que je prends devant vous. Transparence sur les affaires financières. Le deuxième engagement, c'est de rétablir la situation financière du parti. 70 millions d'euros de dettes. Je vais vous dire, ça va être compliqué de reprendre le pouvoir avec un parti qui a 70 millions d'euros de dettes. Si on veut éponger les dettes, il faut d'abord faire venir de nouveaux militants. Et si vous voulez faire venir de nouveaux militants, de nouveaux adhérents, il faut que nous fassions envie. Il faut que vous ayez à la tête du parti quelqu'un qui porte un renouveau, qui porte un peu d'enthousiasme, qui porte un peu d'envie, qui soit au service de tous et pas à son service personnel. Je suis convaincu que mettre du sang neuf à la tête de l'UMP, c'est la garantie de l'adhésion de milliers de militants dans l'année 2015 qui se diront « Enfin, il se passe quelque chose à droite et ils nous sortent un nouveau visage, un nouveau discours, de nouvelles ambitions pour le pays. » C'est la meilleure façon de redresser les comptes de l'UMP. La deuxième façon, c'est d'arrêter de payer des amendes comme celles que nous payons. 4 millions d'euros chaque année, parce que nous ne respectons pas la loi sur la parité et que nous ne savons pas faire aux femmes la place qu'elles méritent dans notre formation politique. Si je suis élu président de l'UMP, je me battrai pour que nous respections la loi sur la parité et que nous fassions à toutes les femmes de droite la place qu'elles méritent dans notre formation politique, c'est-à-dire la première place. Je constate que les femmes applaudissent plus fort que les hommes. Mais vous avez tort, messieurs, car nous avons besoin de femmes en politique. Et Dieu sait que c'est difficile pour elles d'arriver à concilier la vie personnelle et la vie politique. Et c'est ça aussi qui fera de notre parti une formation moderne. Puis si nous voulons renflouer les caisses du parti, assurons-nous que les élus cotisent bien à l'UMP, sont bien à jour de leurs cotisations. Il n'est pas normal que les militants règlent rubis sur l'ongle leurs cotisations et qu'il y ait encore des centaines d'élus à travers toute la France qui ne règlent pas leurs cotisations à l'UMP. Si je suis élu président de l'UMP, je rendrai public dans chaque fédération les noms des élus qui ne sont pas à jour de leurs cotisations. Alors ne pensez pas que tout ça, ce sont des affaires de boutique. Si on veut un parti crédible, il faut un parti qui fonctionne bien. Si vous voulez un parti qui soit respecté, il vaut mieux que le président du parti aille mettre les mains dans le cambouis. Et il ne se contente pas de voler à 7000 km d'altitude, très très loin au-dessus des militants. La place du président du parti, c'est parmi les militants,
avec les militants, pour aider les militants et pour faire en sorte que la machine UMP tourne le mieux possible. C'est ça ma conception du président du parti. Le troisième engagement que je prends devant vous, c'est justement de vous rendre la parole. Depuis des années, on a une conception des militants à l'UMP qui me paraît mais totalement dépassée, totalement obsolète. Les militants, on les appelle 3 semaines avant les élections. Ben, bien attendez, on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre votre dimanche pour aller tracter sur tel marché, pour aller boiter sur telle rue, pour aller faire du porte-à-porte dans tel quartier? Puis les militants, ils répondent oui. Et ils sont toujours là. Les militants, on les appelle quand il y a 11 millions d'euros de trous dans la caisse et qu'il faut bien rembourser sinon le parti fait faillite. Alors là, les militants, on sait les trouver. On connaît leur adresse, on connaît leur boîte mail. Et on les inonde de mails jusqu'à ce qu'ils aient craché le dernier euro pour rembourser les dettes de l'UMP. Quand il faut être présent sur les terrains, les militants sont toujours là. Mais pour leur donner la parole, alors là, la réponse est toujours la même. Il ne faut surtout pas écouter les militants. Ils sont beaucoup trop radicaux. Ils sont beaucoup trop à droite. On va se faire déborder si jamais on écoute les militants. Eh bien moi je crois l'inverse. Je crois qu'un militant, il prend sa carte à l'UMP parce qu'il se fait une certaine idée de la France. Il prend sa carte à l'UMP parce qu'il a des idées, qu'il a des convictions, qu'il a des valeurs et qu'il veut les défendre. Eh bien moi je vous donnerai régulièrement la parole. Le projet, c'est vous qui le voterez. Et je n'oublie pas qu'au cours des dernières années, c'est vous qui aviez raison sur le fond. Quand nous avons simplifié les 35 heures, c'est vous qui nous avez dit qu'il ne faut pas les simplifier les 35 heures, il faut les supprimer définitivement. Eh bien vous aviez raison, tant qu'on avait le pouvoir, on aurait bien fait de supprimer définitivement les 35 heures. Quand nous avons fait la réforme des retraites, c'est vous qui nous avez dit la réforme des retraites que vous faites n'est pas suffisante. Eh bien quand nous avions le pouvoir, on aurait été bien inspiré de vous écouter et d'aligner les règles de cotisation du service public sur le régime du privé. On aurait été bien inspiré, tant que nous avions le pouvoir, de supprimer définitivement tous les régimes spéciaux de retraite, sans exception, qui ne correspondent à rien de juste, à rien de valable dans notre pays. Et oui, moi je pense qu'il faut redonner la parole aux militants. Parce que c'est vous qui nous servirez de boussole. Et c'est vous qui nous éviterez de commettre la faute que nous avons commise depuis 30 ans, qui nous a fait battre en 2012, celle de ne jamais aller au bout de nos idées et de nos convictions quand nous sommes au pouvoir. Celle de nous faire élire par des militants de droite, pour une fois arrivés au pouvoir, faire la politique de la gauche. Eh bien ça suffit. Ça suffit de proposer en 2007 un grand programme de droite pour, sitôt élu, ouvrir tout grand les portes du pouvoir à Bernard Kouchner et à la gauche. On n'a pas été élus pour ça. On n'a pas été élus pour faire l'ouverture. On n'a pas été élus pour faire plaisir à M. Besson ou à M. Kouchner. Nous avons été élus et nous serons élus demain pour répondre aux attentes de nos militants, de nos sympathisants, de ceux qui ont nos idées, nos valeurs, nos convictions et pas les valeurs, les idées, les convictions de nos adversaires. Je veux aussi vous rendre le pouvoir. Pas simplement la parole, mais le pouvoir. Parce que je pense qu'on reconstruira l'UMP à partir de la base, à partir des militants, à partir de ce qui fait notre force. Notre force, c'est vous. Et il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que nous serions? Daniel, Pierre-André, moi-même, Claude Maluret, et à notre niveau, François Fillon, Alain Juppé. Qu'est-ce que nous serions sans vous? Rien. Est-ce que je pourrais faire campagne si vous n'étiez pas des centaines ce soir? Non. Est-ce qu'il pourrait y avoir une élection à l'UMP s'il n'y avait pas 260 000 militants à jour de cotisation qui ont tenu bon dans la tempête, qui n'ont pas renvoyé leur carte, qui n'ont pas déchiré leur adhésion? Non, ce ne serait pas possible. Et moi ce soir je veux vous remercier. Remercier les militants qui ont tenu bon. Remercier les militants qui contre vents et marées ont dit « faut continuer à cotiser. Il faut garder notre carte dans le parti. » Parce que même s'il y a des problèmes actuellement, on les dépassera, on ira plus loin. Et le plus important, c'est de rester militant de l'UMP. Mais ça mérite reconnaissance. La reconnaissance, c'est vous donner la parole. La reconnaissance, c'est vous donner le pouvoir.
si je suis élu président de l'UMP, et c'est le 4e engagement que je prends, je vous donnerai le pouvoir d'investiture à toutes les élections locales et nationales dans les fédérations. C'est vous qui choisirez les candidats. C'est vous qui désignerez ceux qui vous représenteront. Et c'est comme ça qu'on fera vivre le parti. C'est comme ça qu'on ouvrira notre famille politique. Et c'est comme ça qu'elle redeviendra attractive. Qu'elle suscitera de nouvelles vocations et de nouvelles adhésions. Enfin, je veux que nous bâtissions un vrai projet. Et c'est ça l'enjeu de 2014. C'est ça l'enjeu du 29 novembre prochain. Que enfin, nous soyons capables de définir un vrai projet de droite républicaine qui puisse convaincre tous nos concitoyens. Alors quand j'entends dire que l'UMP ne doit pas être un parti de droite, ou un parti de gauche, ou un parti de centre, mais le parti de tous les Français, eh bien je ne suis pas d'accord. Parce que ça fait des années qu'on explique que l'UMP ne doit être ni de gauche, ni de droite, ni du centre, le parti de tous les Français, moyennant quoi on défend tout et son contraire, et le Front National en profite pour nous manger la laine sur le dos. Voilà la réalité de ce qui se passe. Afin de nous cacher derrière notre petit doigt et de ne pas défendre notre propre valeur, eh bien nos valeurs, c'est le Front National qui les a piquées. À force de ne pas avoir le courage de dire que nous sommes fiers d'être Français, eh bien c'est le Front National qui dit qu'il faut être fier d'être Français. À force de ne pas avoir le courage de défendre la liberté pour les entrepreneurs, eh bien c'est d'autres partis qui prennent les thèmes qui devraient être les nôtres. Il est temps de clarifier nos positions. D'arrêter de faire de l'UMP une auberge espagnole où chacun défend ce qu'il veut et on pense qu'on rassemble le plus largement possible. Moi je pense qu'on rassemble largement quand on rassemble sur des convictions fortes et sur des idées claires. Et je maintiens fermement qu'il y a une différence entre la gauche et la droite. Je maintiens fermement qu'il y a encore, contrairement à ce que j'entends dire, un clivage entre la gauche et la droite. Quand je vois Madame Taubira, qui nous dit que pour rétablir la sécurité en France, il faut libérer les délinquants et leur faire des peines alternatives à la prison, moi je vous dis que je suis de droite et que je pense que la place des délinquants, elle est justement sous les verrous, en prison, et pas libérée comme le propose la gauche. Quand je vois Madame Fioraso, ministre des Universités, qui se bat pour supprimer les bourses au mérite, en disant que les bourses au mérite sont inégalitaires. Et tu as eu raison, Pierre-André, de souligner à quel point le mérite est une valeur de droite. Moi, je vous dis que je ne suis pas de gauche, que je ne suis pas comme Madame Fioraso, et que si j'en avais le pouvoir, je rétablirais immédiatement les bourses au mérite, parce qu'il est normal qu'un gamin qui s'est donné du mal pour avoir sa mention très bien en baccalauréat ait une bourse plus importante que celui qui ne s'est pas donné le mal d'avoir une mention très bien à son baccalauréat. Oui, je crois qu'il y a entre la gauche et la droite. Quand je vois que Mme Najat Vallaud-Belkacem vous explique, mais oui, et vous soupirez. Enfin, j'en entends dans notre famille politique qui disent qu'il n'y a plus de gauche, plus de droite, plus de centre, qu'il n'y a que la République. On est tous d'accord que la République c'est formidable. On est tous d'accord pour dire que la nation française c'est formidable. Simplement, il y a des différences politiques et c'est l'honneur de la démocratie. La gauche, c'est pas la droite. La droite, c'est pas la gauche. Et c'est trop facile de prétendre à un grand rassemblement de tous les Français. Si ce rassemblement doit se faire dans la confusion, ce sera sans moi. Si ce rassemblement doit se faire au péril de nos idées, ce sera sans moi. Si ce rassemblement doit se faire dans le refus de nos valeurs, ce sera sans moi. Parce que je n'oublie pas, pour revenir à Mme Najat Vallaud-Belkacem, qu'elle a proposé, il y a quelques semaines, de laisser les enseignants se débrouiller tout seuls. Lorsque des femmes voilées viennent accompagner des enfants des sorties scolaires, en disant c'est aux enseignants de juger, pauvres enseignants, qui sont sur le terrain, face à des remises en cause permanentes de la laïcité, des remises en cause permanentes de l'égalité homme-femme, et qu'on laisse décider tout seul. Moi qui suis de droite, je dis haut et fort que des femmes voilées n'ont pas leur place pour accompagner les enfants dans les sorties scolaires. C'est pas la même chose. C'est ça que vous allez trancher le 29 novembre prochain. Est-ce que vous voulez garder l'UMP, garder le sigle UMP, ou est-ce que vous voulez qu'on perde du temps à imaginer un nouveau sigle pour l'UMP? Moi je vous dis clairement
que le sigle UMP, il nous a permis de gagner les élections locales, il nous a permis de gagner les élections municipales, il nous a permis de gagner les élections sénatoriales. Il est connu, il est reconnu. Et c'est pas parce qu'il y a eu une guerre des chefs qui a abîmé le sigle de l'UMP que les militants doivent payer pour cette guerre des chefs en abandonnant un sigle auquel nous sommes tous attachés. Je veux garder ce sigle. Je vous dis que le 29 novembre prochain, vous aurez à trancher entre ceux qui veulent reconstituer un grand mouvement dans la fusion de l'UMP et de l'UDI, rassemblant tous les Français, quelle que soit leur affiliation de gauche ou de droite, ou un mouvement qui est celui que je veux, qui réaffirme haut et fort que nous sommes la droite républicaine, que nous avons des valeurs de droite républicaine et que nous continuerons à nous battre pour les valeurs de la droite républicaine. Voilà ce que vous allez trancher le 29 novembre prochain. Vous allez devoir trancher entre ceux qui veulent faire de l'UMP un marchepied pour une ambition présidentielle et qui disent haut et fort qu'ils sont sur la bretelle d'autoroute et qu'une fois qu'ils seront sur l'autoroute, plus personne ne les arrêtera. Et celui qui vous dit ce soir que je respecte les ambitions présidentielles légitimes de chacun et que si chacun veut se présenter à l'élection présidentielle, eh bien ce sont les militants qui trancheront grâce à des primaires qui ramèneront la paix et la sérénité à droite et éviteront la guerre des chefs qui ferait le jeu de François Hollande et de Marine Le Pen. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous laisser tout de suite la parole parce que je veux avoir le temps de répondre longuement à vos questions, notamment sur toutes les questions de fond, situation du pays, crise économique, l'Europe. Je serai très heureux de répondre à toutes vos questions, mais je voulais, dans mes premiers propos, bien poser le débat. Cette élection du 29 novembre est un enjeu majeur. Nous avons perdu 2 ans. De 2012 à 2014, nous avons perdu notre temps entre la guerre des chefs, les querelles de personnes et les scandales financiers. C'est la dernière occasion que vous avez de reconstruire l'UMP et de reconstruire la droite républicaine. C'est la dernière occasion que vous avez, face à une gauche qui n'existe plus et un Front National qui ne cesse de progresser, de reconstruire une vraie offre politique qui puisse constituer un espoir pour les Français. C'est la dernière occasion que vous avez de réorganiser le parti pour mettre fin à la guerre des chefs, éviter qu'une nouvelle guerre des chefs s'ouvre dans les années qui viennent et préparer sereinement les élections présidentielles de 2018. C'est la dernière occasion que vous avez de clarifier le positionnement de l'UMP pour en faire un vrai parti de droite républicaine qui n'a pas peur d'affirmer haut et fort ses convictions et qui ne laisse pas le Front National nous dévorer l'une après l'autre les idées que nous pourrions défendre. Passer cette élection, il sera trop tard. Il n'y a plus d'autre occasion, après, de reconstruire la droite. Pesez le pour et le contre. Regardez bien les projets de chaque candidat. Écoutez soigneusement ce que dit chacun, ce que propose chacun. Il faut que nous sortions plus forts de cette élection. Il faut que la droite en sorte renforcée. Il faut que l'UMP en sorte plus crédible. Il faut que l'UMP en sorte plus reconnaissable, plus lisible aux yeux des Français. Eh bien, je ne me battrai pas comme je me bats depuis le 11 juin dernier, en faisant le tour des fédérations, en allant voir chaque militant, en faisant les rencontres dans chaque fédération avec tous les militants qui le souhaitent. Je ne me battrai pas avec toute cette énergie, tout cet enthousiasme. 56 parlementaires avec moi, près de 12 000 militants qui ont emporté leur parrainage, plus d'une centaine de maires, d'élus locaux, qui aujourd'hui appellent à ma candidature. Je ne me battrai pas avec autant d'énergie, avec autant d'envie, avec autant d'enthousiasme, si je n'étais pas persuadé que la meilleure solution pour l'UMP aujourd'hui, c'est de tourner la page du passé et de mettre un homme neuf à la présidence du parti. Merci à tous. Merci à tous, et maintenant c'est vous qui avez la parole. Toutes les questions sont les bienvenues et on a tout le temps nécessaire devant nous. Alors, monsieur. Oui, je suis bruçonné de cœur de naissance, malheureusement actuellement, mon sang, j'habite à l'extérieur, mais je suis venu et c'est un grand plaisir pour vous rencontrer. Je ne sais pas comment je vais vous appeler, parce que si je dis monsieur le maire, voilà,
J'allais dire, si j'ai monsieur le maire, Daniel va dire LSE, il va croire que c'est pour lui et que c'est pas pour lui. Donc, si vous me permettez, je vous appellerai Bruno. Et je voudrais vous poser une question de politique au sens du respect de la politique et de la crédibilité des hommes politiques, et notamment des députés à la Chambre des députés. En tant que retraité de fraîche date, avant-hier, mercredi, j'ai suivi pendant peu de temps les questions au gouvernement du mardi. J'ai eu le plaisir de vous apercevoir. Je n'ai pas vu notre député de la circonscription. Je ne sais pas, peut-être était-il là, mais je vous ai au moins aperçu. Et j'avoue que j'ai été extrêmement déçu de ce qui existe aux yeux des publics et aux yeux certainement de certains parmi l'Assemblée ici qui ont regardé cette émission. Les deux représentantes de l'UMP ont posé une question de l'actualité la plus brûlante qui concernait l'affaire Fillon, Jouyet et le troisième dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas important. Je pense que la première a été posée par le président du groupe, Jacob, ce qui me paraissait logique. Il a posé la question au premier degré, ça ne me paraît pas illogique non plus. Quelqu'un qui est issu d'un syndicalisme, peut-être avec des questions relativement hardes. La réponse du Premier ministre, qu'on avait quasiment supputée depuis la veille, était de ne pas répondre à la question réelle, mais de transposer ça sur le résultat de l'amende infligée, donc payée par l'UMP et qui aurait dû être payée par Nicolas Sarkozy. Deuxième représentante de l'UMP, dans un registre un petit peu plus différent et plus grandiloquent, c'est Henri Guénaud, qui a posé la même question finalement, qui est allé plus loin dans la demande de sanctions contre les gens en place. La réponse de Manuel Valls a été la même, avec même quelques sentiments d'énervement à la fin, ce n'est pas tout à fait logique. Il y a eu un troisième représentant de l'UMP, qui est M. Mariani. Je suis peut-être un peu lent. Oui. Alors, je vais vous excusez-moi. Le troisième a posé une question sur une question vraiment d'actualité qui peut paraître mineure, mais c'était sur un aspect budgétaire, sur l'arrêt de la Cour européenne au sujet de la PME. Bon, il n'a pas eu de réponse non plus, on lui a dit que le gouvernement appliquait exactement ce qui était dans ce livre. Ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que des gens qui sont députés, pour lesquels on a voté, les gens de circonscription ont voté, posent des questions, à des questions théoriques que le gouvernement a pu préparer, parce que je pense qu'elles sont, les réponses étaient bien lissées. La question est de dire, comment voulez-vous que des militants normaux aient de la crédibilité pour les hommes politiques à ce niveau-là, d'un côté comme de l'autre, et je pense que si on inverse, si la droite était au pouvoir, on aurait la gauche qui ferait les mêmes questions et la droite qui ferait ce moment-là, alors qu'il n'y a pas de réponse. Moi je dis que c'est se moquer de nous, se moquer des Français. Voilà, je voudrais savoir, j'ai lu tout ce que je suis, ce que vous faites, vous avez l'air de vouloir introduire beaucoup de rigueur, d'honnêteté, de crédibilité, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire à ce niveau-là. Merci monsieur. Moi, ce que je souhaite faire, c'est très simple, c'est ouvrir la classe politique aux Français. La classe politique aujourd'hui, elle est confisquée par un certain nombre de personnes et par un certain nombre de règles qu'il faut changer. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans une monarchie déguisée. Regardez qui occupe le pouvoir aujourd'hui. Le vrai pouvoir. Le président de la République, M. Hollande. Le ministre des Finances, M. Sapin, la ministre de l'Environnement, Mme Royal, le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouyet, ils sont tous sortis de la même promotion de l'École nationale d'administration. Mais révoltez-vous! Dans quelle autre démocratie en Europe on accepterait que tout le pouvoir soit confisqué par une seule promotion d'une seule école? Moi j'ai fait une proposition que je me suis appliquée comme Daniel l'a fait. Les énarques qui veulent faire de la politique, eh bien, ils démissionnent de la fonction publique et ils renoncent à leur emploi à vie. Moi, je souhaite qu'un entrepreneur, qu'un chef de PME, qu'un salarié, qu'un commerçant, qu'une profession libérale puisse participer à la vie politique de notre pays. Ils ne pourront jamais, si les dés sont pipés dès le départ. Parce qu'entre le haut fonctionnaire qui a son emploi à vie, et s'il est battu, il retrouve son emploi dans la fonction publique,
et le salarié du privé, qui s'il est battu, retrouve le chemin de Pôle emploi, il y a inéquité et injustice et ça doit changer. C'est ce que je défends, c'est ce que je porte et c'est ce que je me suis appliqué à moi-même en démissionnant, comme Daniel, de la fonction publique. Parce que je vois des jeunes qui veulent faire de la politique, on leur dit que c'est toujours trop tôt pour eux de faire de la politique. Moi j'ai proposé qu'on ne puisse pas faire en France plus de 3 mandats de députés ou plus de 3 mandats de sénateurs successifs, 15 ans députés, et ensuite on laisse la place à une nouvelle génération. Là vous ouvrirez le renouvellement nécessaire de la classe politique. J'ai proposé qu'on réduise à 400 le nombre de députés. Nous sommes 577 aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les suivre tous à la télévision, tellement ils sont nombreux. J'ai proposé qu'on mette fin au cumul des mandats pour que vous ayez des maires disponibles à 100% et des élus nationaux disponibles à 100%. Eh bien, mon regret, c'est que la droite soit tellement en retard sur tous ces sujets, ne veuille pas comprendre que les Français sont dégoûtés de la vie politique parce qu'ils ne peuvent pas participer à la vie politique. Ils s'éloignent de leurs responsables politiques parce que les responsables politiques s'éloignent des Français. Et jamais nous ne retrouverons la confiance des Français si nous ne sommes pas capables d'ouvrir la vie politique française à tous ceux qui veulent y participer. Ne nous étonnons pas que les Français aient aussi peu confiance dans leurs responsables politiques. Les seuls dans lesquels ils ont encore confiance, c'est Daniel, c'est Pierre-André, c'est les élus locaux. Parce que eux font le travail, eux rendent des comptes, eux font participer leurs concitoyens au choix des grands projets qu'ils mettent en œuvre. J'ai vu ce qu'a fait Pierre-André sur le grand musée qu'il a mis en place sur l'opéra, la danse à Moulins. C'est un musée formidable et je sais la manière dont il l'a mis en œuvre. Il n'a pas décidé tout seul comme maire de Moulins, voilà je fais mon musée, c'est super, je demande à personne. Il a écouté ses concitoyens, il les a respectés. Eh bien moi j'aimerais que les élus nationaux, les ministres, les premiers ministres, les présidents de la République comprennent que s'ils ne veulent pas avoir la révolution en France dans les années qui viennent, il serait peut-être bon qu'ils écoutent davantage les Français, qu'ils les respectent et qu'ils respectent leurs attentes, leurs inquiétudes et leur volonté de changement. J'habite à Montferrand, un département Je suis parti à la droite républicaine, après l'avoir quitté en 2007. J'ai repris ma carte au mois de février pour mener un combat pour qu'enfin l'alternance se joue à Clermont-Ferrand, côté de Jean Caronas. Et puis, entre-temps, je suis tombé sur un petit opuscule de 150 pages dont vous êtes auteur. J'étais très séduit par ce livre parce que vous donnez toutes les raisons d'espérer aux Français. Vous parlez de ces jeunes qui sont obligés d'immigrer dans des terres lointaines pour trouver un travail. Vous parlez des traditions françaises qui n'empêchent pas l'esprit de modernité. Et je crois que réellement, c'est un homme comme vous qu'il nous faut à la tête de notre formation politique, parce que vous appelez un chat, c'est-à-dire nous sommes des gens de droite, et pas des gens du centre, pas des gens de gauche. Et je crois que quand la France redécouvre qu'elle a un avenir en appliquant les valeurs de la droite républicaine, en évitant de se jeter dans les bras d'une aventurière qui n'a jamais fait de politique, qui n'a jamais rien fait, sauf de défendre des causes perdues, je pense qu'on a un espoir en France avec un homme comme Bruno Le Maire. Merci d'être venu de Clermont-Ferrand, ville que nous aurions dû gagner si nous avions su être unis. Tout à fait. C'est vrai que j'ai écrit ce livre à nos enfants il y a quelques mois, en voyant le nombre d'enfants de France qui partent de notre pays en se disant « c'est foutu ». Et à travers eux, nombre de Français qui se disent « de toute façon, c'est foutu ». Alors évidemment, si on continue avec les socialistes, je vous le confirme, c'est foutu.
Là-dessus, nous n'avons aucun doute. Mais si nous revenons au pouvoir dans de mauvaises conditions, je vous le dis aussi, ce sera foutu exactement de la même façon. Il est temps que nous assumions nos idées, nos propositions, nos valeurs. Pourquoi est-ce qu'ils partent de France, nos enfants? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas y réussir. Tout simplement parce que le gamin qui a 3 500 € d'économie sur son compte en banque, qui crée sa boîte, qui prend des risques, il sait parfaitement que si jamais il réussit, c'est le début des problèmes. Eh bien, un pays dans lequel, quand on réussit, c'est le début des problèmes, c'est effectivement un pays qui est foutu. Un pays dans lequel on prend 60% d'impôts à un jeune qui revend sa boîte parce qu'il a réussi et que sa boîte a créé de l'argent, c'est un pays qui est foutu. Un pays dans lequel on récompense davantage celui qui vit des aides sociales plutôt que celui qui vit de son revenu du travail, c'est effectivement un pays qui est foutu. Un pays dans lequel des familles modestes n'ont pas de quoi payer des soins pour leurs enfants parce que ça coûte trop cher, et elles sont des millions dans ce cas-là, mais qui a de quoi trouver de l'argent pour rembourser les soins d'étrangers en situation irrégulière, est un pays qui est foutu. Donc le rôle de la droite aujourd'hui, c'est pas de crier au loup, c'est pas de monter les Français les uns contre les autres, c'est pas de se contenter de slogans faciles sur la lutte contre l'immigration irrégulière ou sur les questions sociales de santé, c'est tout simplement de remettre du bon sens. D'avoir le courage d'aller au bout de nos idées. Le bon sens, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est qu'on ne peut pas vivre mieux dans un pays des aides sociales plutôt que de son travail. Le bon sens, c'est ce que je propose, de plafonner à 2/3 du SMIC l'ensemble des aides sociales que l'on peut toucher en France. Parce que si vous pouvez toucher la même chose que le SMIC uniquement avec les aides sociales, eh bien à quoi bon aller travailler? À quoi bon? C'est du bon sens. Le bon sens, c'est de dire que nos enfants, pour reprendre ce thème de l'éducation qui est effectivement, cher Pierre-André, mon thème prioritaire et la bataille prioritaire de la droite, et je sais que tu es, comme moi, attaché à ce sujet. Le bon sens, c'est de dire que tous les enfants ne sont pas faits pour faire comme moi, puisqu'on me l'a reproché, bac plus 18. Très bien, c'est un bac plus 18. Mais je peux vous garantir qu'on peut réussir très bien, aussi bien, voire mieux, en allant dans la voie professionnelle à la sortie de la 3e, en faisant de l'apprentissage et en devenant boulanger pour monter sa propre boulangerie ensuite et réussir remarquablement. Vive la voie professionnelle, vive l'apprentissage. Que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université et qu'on ne rend pas service à nos enfants quand à la fin de la 3e, on se bat pour qu'ils restent dans la voie générale alors qu'ils seraient mieux dans la voie professionnelle. On se bat pour qu'ils aillent à l'université alors qu'ils seraient mieux dans une entreprise. Et on se bat pour qu'ils aient un diplôme de psychosociologie dans je ne sais trop quelle université qui ne vaut absolument rien, qui les conduira au chômage, alors que s'ils avaient été en apprentissage à 16 ans, ils auraient un emploi, un revenu, un métier et une place dans la société. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est de dire que l'honneur de la République est de donner le droit d'asile à des gens qui sont menacés de mort dans des pays qui ne sont pas si loin que ça de la France. C'est l'honneur de la République d'accueillir sur son sol des chrétiens d'Irak qui sont menacés de mort, matin, midi et soir, par des islamistes qui ont pris le pouvoir dans ce pays. Mais le bon sens, c'est aussi de dire que si on veut pouvoir continuer à accueillir les chrétiens d'Irak menacés de mort par les islamistes radicaux dans leur pays, eh bien il vaut mieux renvoyer le plus rapidement possible tous ceux qui ne viennent en France que pour être logés gratuitement, avoir les soins gratuits et leurs enfants éduqués dans nos écoles alors qu'ils ne sont absolument pas menacés dans leur pays d'origine comme Leonarda et sa famille nous en ont donné le triste exemple il y a quelques années. C'est du bon sens aussi, pardonnez-moi d'aller jusqu'au bout du raisonnement, de comprendre que nous avons une population qui vieillit, que la question de la dépendance va devenir une des grandes questions qui vont se poser à chacun d'entre nous. Ce n'est pas le problème de l'État, la dépendance. C'est notre problème à nous tous. Comment on fait pour garder nos parents? Comment on fait pour qu'ils aient une vie décente jusqu'à la fin de leur vie? Qui va les soigner? Qui va les nourrir? Qui va discuter avec eux? Qui va leur tenir compagnie? Qui va les garder si jamais ils sont touchés par Alzheimer? On se pose cette question. On sait ce que ça va coûter d'accompagner les personnes âgées dans la dignité
jusqu'au bout de leur vie, avec les structures nécessaires, avec les lieux d'accueil nécessaires, avec les personnes soignantes qui pourront leur rendre visite si jamais elles habitent dans un endroit isolé, dans une commune rurale, dans un pavillon de banlieue un peu éloigné. Ben, si on veut arriver à payer tout ça et à faire en sorte qu'on ait des réponses concrètes à la question de la dépendance qui nous touche tous, eh bien il faut faire des économies ailleurs. Il faut arrêter de rembourser des boîtes entières de médicaments alors qu'on ne se servira que de quelques pilules dans la boîte du médicament. Il faut arrêter d'avoir une CMU qui est devenue la gratuité totale des soins pour certains. Il faut plafonner le montant total de la CMU pour que certains ne puissent pas abuser du système. Il faut avoir le courage de dire qu'on arrêtera de rembourser tous les transports médicaux par taxi ou par ambulance comme on le fait actuellement et qui coûtent 6 milliards d'euros chaque année à la collectivité. Il faudra avoir le courage de dire que les urgences dans les hôpitaux sont réservées à ceux qui ont vraiment un accident, qui sont dans une situation grave, qui ont besoin de soins immédiats, et que les urgences dans les hôpitaux ne sont pas faites pour ceux qui se sont fait un petit bobo au genou et qui n'ont pas envie d'aller chez le médecin ou d'attendre le lendemain matin. Et s'ils y vont, ils payent la consultation qu'ils auraient eu à payer chez le médecin. Si la droite n'est pas capable de faire ça, cher monsieur, eh bien, il vaut mieux que la droite ne reprenne pas le pouvoir. C'est pour ça que le grand enjeu de l'élection du 29 novembre prochain, c'est sur toutes ces idées que je vous présente, autorité de l'État, liberté pour les entreprises, refondation complète du système éducatif français, renouvellement complet de la classe politique française, eh bien c'est là-dessus qu'on va travailler. Dès 2015, plutôt que de s'occuper de notre logo et de s'occuper du parti, on va enfin s'occuper des Français, de leurs problèmes et leur apporter de vraies solutions de droite. Qu'est-ce que vous pensez de la présence à la tête de la Commission européenne de M. Juncker, après tout ce qu'on a appris ces derniers jours sur son rôle dans la politique fiscale du Luxembourg? N'est-ce pas désastreux pour l'image de l'Europe? Alors que ce soit désastreux, oui. Maintenant, moi je vais être très pragmatique. Est-ce que nous allons pousser M. Juncker à la démission? Non. Est-ce que ça arrangerait les affaires de l'Europe? Je ne crois pas. En revanche, je pense que si on pouvait en profiter pour accélérer un sujet sur lequel je me bats depuis des années, qui est la convergence fiscale entre les pays européens, eh bien je pense qu'on aurait fait œuvre utile. Parce que je ne vois pas comment on va pouvoir continuer avec une Europe où il y a tant de disparités entre les différents pays. Et moi je vais vous faire des propositions très concrètes. Arrêtons d'avancer avec une Europe à 28, c'est fini, on n'y arrivera pas. Avançons avec une Europe à 18, c'est-à-dire tous les États qui ont la même monnaie. Ceux qui ont partagé la souveraineté militaire. Arrêtons de nous faire menacer par la Grande-Bretagne et qui n'arrête pas de nous dire « Ah, il ne faut pas avancer trop vite, nous, les Britanniques, ça nous pose une difficulté. » Eh bien, messieurs les Britanniques, si ça vous pose une difficulté qu'on avance plus vite dans l'intégration européenne, sortez de l'Europe, ça ne nous posera pas de problème. On se débrouillera très bien sans vous. Les 18 États membres qui ont la même monnaie, ils ne peuvent pas avoir la même monnaie s'ils n'ont pas la même fiscalité. C'est intenable. Regardez l'impôt sur les sociétés. Il est à 12% en Irlande. Il est à 33% en Allemagne. Il est à 38%, parfois plus, quand on rajoute les différents taux, en France. Et il est à 22% au Luxembourg. Qu'est-ce que font les entreprises étrangères? Elles ne viennent plus chez nous. On a le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé. Pourquoi voudriez-vous qu'elles viennent en France? Eh bien, il y a une urgence absolue. Et c'est ce que prouve l'affaire de M. Juncker. À ce qu'il n'y ait plus qu'un seul taux d'impôt sur les sociétés qui soit le même pour tous les pays qui ont la même monnaie, l'euro. Sinon, l'euro explosera et la zone monétaire de l'euro avec. C'est une urgence absolue. Quand est-ce que les responsables européens prendront conscience de cela? Qu'on ne peut pas continuer, qu'on est à 6 mois près, qu'il y a urgence absolue à avoir la même imposition entre les pays qui ont la même monnaie. Regardez Netflix. Vous avez vu l'histoire de cette entreprise qui distribue des films et des séries américaines un peu partout. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ici sont déjà abonnés à Netflix. C'est formidable. Vous êtes les clients de Netflix. Et vous êtes des millions en France à être les clients de Netflix. Sauf que Netflix s'est s'installer aux Pays-Bas pour payer moins d'impôts, qu'elle va profiter des clients français
profiter des infrastructures françaises et ne pas verser un seul euro au trésor public français. Eh bien ça, je le refuse et je condamne cette Europe qui est celle du dumping fiscal au détriment des intérêts de chaque État membre. Moi, j'aurais une question concernant la santé. Vous avez donné quelques lignes, mais pour aller un petit peu plus loin, le département de l'Allier est un département rural. Que comptez-vous faire? Quel projet avez-vous pour lutter contre le désert médical? Le ou les? Alors c'est une question qui se pose dans l'Allier. C'est une question qui se pose aussi de manière brûlante dans mon département de l'Eure, qui pourtant est tout proche de Paris, mais qui est classé 100e sur 101 en termes d'accès aux soins. Je pense que vous mesurez tous ici l'injustice fondamentale qu'il y a. Quand on est à Évreux et qu'on veut un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, il faut attendre 6 mois minimum et plutôt 9 mois. Et ici aussi, j'imagine. La personne qui a de quoi se payer un logement 90 km plus loin dans le centre de Paris, elle va attendre 15 jours maximum pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Alors, quelle est la réponse? Moi, je me suis posé beaucoup la question, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je me suis dit, mon premier réflexe, c'est d'obliger les médecins à s'installer dans les zones défavorisées. Je suis arrivé à la conclusion que c'était une mauvaise idée. C'était mon premier réflexe. Je vous le dis, je me suis dit, tiens, après tout, la bonne solution, c'est on va obliger tout le monde, on va prendre une loi, et on va dire, on met les médecins dans les zones rurales où il n'y a pas assez de médecins. Je vais vous dire, ma conviction profonde, ça a l'air séduisant comme ça, d'obliger les gens à s'installer dans les zones rurales défavorisées, là où il y a peu de médecins. Ça ne marchera pas. C'est fini le temps où vous pouviez obliger les gens à aller à tel endroit, s'installer à tel endroit, parce que l'État tout-puissant l'avait décidé par la loi. La réalité, c'est que 75% des nouveaux médecins sont des femmes. La réalité, c'est qu'elles ne seront pas dévouées comme pouvaient l'être autrefois les médecins de campagne, et vous ne changerez rien à cette réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les médecins ne veulent plus être seuls dans leur cabinet, dans les zones rurales. Mais moi, je préfère tenir compte de la réalité, de la vie des gens, que de faire de grands discours très péremptoires, où on vous dit, je vais taper du poing sur la table, je vais faire passer une loi et ça va changer, que au bout du compte, il n'y a rien qui change, parce que la loi est contournée ou qu'elle n'est jamais appliquée. C'est ça, faire de la politique aujourd'hui. C'est tenir compte de la réalité des situations. C'est pas mentir aux Français en faisant des slogans, des grands discours, des raccourcis, alors qu'on sait que ces raccourcis et ces slogans ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. Les maisons de santé rurales, voilà une première réponse. Parce que dans les maisons de santé rurales, ce que je constate là aussi dans mon département, c'est qu'on arrive à mettre ensemble 3, 4 médecins, parfois plus, que du coup il y a un roulement, qu'il y a des permanences, que ça permet de soulager le travail des uns ou des autres. Alors évidemment, le médecin n'est pas à 10 km, il est à 20 ou 30 km. Mais au moins, ces maisons de santé rurales, c'est une première réponse très efficace. Je suis pour le développement de ces maisons de santé rurales. La deuxième réponse, c'est le développement de la télémédecine. On a essayé dans notre département, c'est très prometteur. Dès que vous avez un petit pépin, il y a plein de choses qui peuvent se régler simplement par téléphone, avec transmission des dossiers médicaux. Et s'il y a un doute, une inquiétude, on transmet le dossier médical à un hôpital ou un CHU plus performant qui fait l'analyse sans que la personne ait besoin de se déplacer. On répond à une inquiétude sans qu'il y ait consultation physique et obligation de se déplacer. Je ne vous dis pas que ça règle toutes les difficultés, mais pour beaucoup de petits pépins mineurs, c'est extrêmement efficace. Enfin, troisième solution. Est-ce que vraiment les études de médecine sont aujourd'hui adaptées à ce qui serait nécessaire dans les zones rurales? Je n'en suis pas certain. Est-ce que tout le monde doit faire Bac plus 11 pour avoir accès au titre de médecin? J'en suis pas certain. Je pense qu'on pourrait avoir des études médicales plus diversifiées, avec des filières plus courtes pour ceux qui veulent être médecins généralistes, des filières beaucoup plus longues pour ceux qui veulent se spécialiser dans des spécialités beaucoup plus difficiles, et qu'au bout du compte, tout le monde y serait gagnant. Je pense qu'il faudrait ouvrir encore le numerus clausus pour avoir un nombre de médecins plus important et éviter cette situation que je trouve totalement surréaliste, mais vraiment totalement surréaliste, où nous ouvrons des maisons de santé rurale un peu partout en France,
Et les médecins dans ces maisons de santé rurales, ils sont espagnols, ils sont roumains, ils sont hongrois, mais ils ne sont pas français. Honnêtement, ouvrons le nombre de médecins et ayons des médecins français dans la maison de santé rurale française. Là aussi, c'est une question de bon sens. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander, vous disiez que vous voulez de la transparence sur les élus. Qu'est-ce que vous comptez faire après le rendu de justice sur l'affaire Pygmalion? Je le vois bien sur cette affaire-là et de manière plus générale sur la question de la transparence. Qu'il y a une tentation énorme aujourd'hui de changer la façade, changer le nom, changer les couleurs de l'UMP, changer la devanture, mais surtout pas changer les pratiques. Eh bien moi je veux faire le contraire. Je veux garder l'UMP, je veux garder le nom, je veux garder la façade, mais je veux changer totalement les pratiques. Je n'accepte pas que vous tous qui faites vivre l'UMP aujourd'hui avec l'argent de vos cotisations, vous ne soyez pas en mesure de dire combien il y a de permanents au siège de l'UMP, combien il y a de salariés au siège de l'UMP et quel est leur niveau de rémunération. Dans quelle entreprise on accepterait que l'actionnaire, celui qui apporte de l'argent au capital de l'entreprise, n'ait pas des comptes réguliers, transparents, avec le nombre de salariés de l'entreprise et le niveau de rémunération et de la masse salariale de l'entreprise. Parce que c'est comme ça. Alors vous me direz, c'est pas essentiel. Mais si, c'est essentiel. Parce que dans l'époque dans laquelle nous vivons, si on n'est pas transparent sur les comptes, pas transparent sur le nombre de salariés, pas transparent sur le niveau de rémunération, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un petit malin au siège de l'UMP qui n'est pas content. Parce que lui, il est payé 2000, 2500 €, qui fait correctement son travail. Et qu'il a appris que le voisin de bureau, lui, il était payé 8500 € net, sans jamais mettre les pieds dans son bureau, uniquement pour faire le tour des plateaux de télévision de BFM, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, au bout du compte, à qui est-ce que ça pâtit? À nous tous. C'est notre crédibilité à tous qui se retrouve entamée. Donc sur l'affaire Pygmalion, comme sur le fonctionnement de l'UMP, comme sur le nombre de salariés, comme sur le niveau de rémunération, je veux la transparence exactement la même que celle qui est exigée par une entreprise. Parce que je ne vois pas pourquoi les règles qui s'imposent à n'importe quelle entreprise de France ne s'imposeraient pas à notre propre parti politique. De la transparence, de l'exemplarité. Je ferai la transparence sur cette affaire Pygmalion. Nous ferons l'audit qui n'a pas encore été fait et nous établirons les responsabilités des uns et des autres. Vous aurez des comptes qui seront rendus sur le fonctionnement de l'UMP. Vous aurez le droit à cette transparence sur la manière dont tourne l'UMP. Vous saurez qui est rémunéré pour faire quoi au siège de l'UMP. Vous savez, j'en discute souvent avec Luc Châtel qui fait un travail formidable comme secrétaire général. Et il me dit parfois, si tu savais tout ce que je vois dans le fonctionnement de l'UMP, parfois je suis effrayé. Il va falloir faire le ménage. Il va falloir reconstruire sur une base solide. Il va falloir reconstruire sur une base respectable, transparente. Et moi, je m'engage à le faire comme président de l'UMP. Je ne fais pas de grands discours sur tout détruire pour tout reconstruire. Je tiens un discours de responsabilité pour vous dire qu'avec moi, la maison UMP sera bien tenue. Vous avez remercié ceux qui venaient du Puy-de-Dôme. Vos GPS n'ont pas très bien marché, et alors on a fait 1 kilomètre à pied avec un couple, ils venaient de Vierzon. Ah ouais. Ah oui. Votre micro est éteint, monsieur. Ouais. Non, c'est bon, il faut juste bien... Ah bon, juste comme un chanteur. Voilà. Voilà, donc Henri de Roulers, j'habite donc à Bourbon-l'Archambault, ville rurale et thermale. Et donc j'ai été donc pendant toute ma jeunesse et puis jusqu'à 68 ans paysan. Je ne vais pas vous parler du monde paysan parce que j'ai une autre question à vous poser qui me tient à cœur, mais je vais vous dire quand même que le monde paysan, il a le couteau sous la gorge. Aucune production ne marche, aucune. Il y a même des éleveurs de porcs qui jettent l'éponge. D'ici quelques temps, on sera déficitaire en viande de porc si ça continue comme ça.
Je ne vais pas vous parler de ça parce qu'on pourrait parler comme ça pendant 2 heures ensemble, si vous voulez. Alors je vais vous parler je suis né à Roubaix, dans le Nord, hein, près de Roubaix, c'est à côté de Tourcoing, à côté de Lille. Et alors voilà, et à Roubaix, je vais vous dire, quand vous allez à Roubaix, je vais y aller dans un mois, ma famille elle est de là-bas, et bien on ne sait pas comment faire pour... Il y a un monde... Roubaix, c'est 30% d'Arabes qui sont à Roubaix. La rue de l'Épeule, la belle rue de l'Épeule, la rue qui fait les Champs-Élysées à Paris, il y avait 4 boulangers européens, il n'y en a plus un. C'est fini. C'est tout le monde arabe qui a accaparé les commerces. Alors je vais vous dire, bon, on ne peut plus continuer comme ça. Au début, on était à 2 millions, ensuite 3 millions, ensuite 5 millions, maintenant on est à 12. On est à 12. Avec les enfants qui font à vitesse grand V, on va arriver à 15 et 17. Alors, je voudrais quand même, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Comme l'Évangile dit, choisissons le bon grain et rejetons l'ivraie. Il faudra donc, pour ceux qui viennent, choisir le bon grain, c'est-à-dire 5 ou 6 sur 200 ou 300, les autres demi-tour. Je vais encore vous dire quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, monsieur le ministre. Et sachez, alors, moi je vous vois présidentiable, oui, ben, évidemment qu'on va voter pour le 29. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, vous avez toutes vos chances, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais je sais que vous avez toutes vos chances. Et moi, je vous vois surtout présidentiable, c'est ça pour moi qui apporte. Voilà. Ah bah voilà. Je vais répondre sur la deuxième question, mais aussi, si vous me permettez, sur la première. C'est très important. La question de l'immigration est trop sérieuse pour qu'on y apporte des réponses faciles. On l'a fait pendant des années. On a tenu de grands discours extraordinairement durs et nous n'avons pris aucune décision sérieuse. Je veux bien qu'on invente sans cesse de nouvelles règles. Je voudrais surtout qu'on applique déjà les règles existantes. Je reprends l'exemple du droit d'asile. 70 000 personnes demandent l'asile chaque année en France. Il y en a à peine 5 000 qui auront droit réellement à l'asile au bout du compte, quand leur dossier aura été examiné. Ça fait 65 000 personnes qui restent sur notre sol, alors qu'elles devraient repartir dans leur pays d'origine. Et bien moi je demande que ces personnes n'attendent pas 2 ans ou 3 ans pour repartir dans leur pays d'origine, mais qu'au bout de 3 mois, leur dossier soit instruit, réglé et qu'elles repartent. Appliquons les règles. Je demande qu'il y ait non seulement un contrôle a priori des ressources. Est-ce que vous avez un niveau de revenu suffisant? Est-ce que votre logement est assez grand pour accueillir votre famille? Est-ce que vous avez une activité qui vous permet de subvenir aux besoins de votre famille? J'aimerais que ces contrôles-là, on ne les fasse pas simplement avant que les familles arrivent, mais qu'on les fasse aussi après. Et si on s'aperçoit 6 mois, 1 an ou 2 ans après que les ressources ne sont plus suffisantes, que le logement n'est pas assez grand, là aussi, ces personnes repartent dans leur pays d'origine. En matière d'immigration clandestine, j'aimerais qu'on prenne la mesure de ce qui se passe. Et que là aussi, on ne se contente pas de slogans faciles, de raccourcis ou de formules à l'emporte-pièce. Ce n'est pas 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes qui veulent aujourd'hui débarquer en Europe. Ce sont des centaines de milliers de migrants qui sont aux portes de l'Europe. Tout simplement parce qu'avant, il y avait des États. En Libye, il y avait un État. En Irak, il y avait un État. En Syrie, il y avait un État. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État, il y a des terroristes. Il y a des islamistes radicaux. Il y a des gens qui coupent la tête et qui égorgent ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Voilà la réalité. Eh bien, étonnez-vous qu'il y ait tant de milliers de personnes qui veuillent fuir ces pays pour rejoindre l'Europe. Alors on me dit que la France pourrait faire face toute seule à ces centaines de milliers de migrants, qu'il faudrait qu'on sorte de Schengen et qu'on se débrouille tout seul. C'est une folie. Sortir de Schengen, nous ne le ferons jamais.
On peut toujours se faire plaisir en disant fermer nos frontières, se claquemurer. Dans ce cas-là, il va falloir recruter 1 million de gardes frontières français pour garder nos frontières, je peux vous dire. On ne le fera jamais. La réalité, c'est qu'il ne faut pas sortir de Schengen. Il faut renforcer Schengen pour contrôler, avec un corps de gardes frontières européens, les frontières extérieures de l'Union. Il faut des patrouilles en Méditerranée beaucoup plus nombreuses. Il faut un développement économique des pays d'où viennent ces migrants. Il ne faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe. Il ne faut pas sortir de l'Union européenne et sortir de Schengen. Il faut enfin renforcer Schengen pour que l'Europe soit à la hauteur de ses responsabilités politiques et empêche l'afflux de migrants clandestins sur notre territoire. Sur la première question, je voudrais quand même m'arrêter une seconde, parce que ce que vous dites est important. Si on n'y prend pas garde, je partage entièrement votre avis. Dans 10 ans, ou dans 15 ans, vous n'aurez plus que des céréaliers en France. Vous n'aurez plus que des céréaliers. Là aussi, je suis précis, je ne vous dis pas que l'agriculture française va disparaître. Je vous dis que des pans entiers de l'agriculture vont disparaître. Et que les seuls qui s'en sortiront encore un peu près, c'est ceux qui auront 500 hectares de blé dans la bourse. Tous les autres, les producteurs de lait, les producteurs de fruits, les producteurs de légumes, les producteurs de viande bovine, les producteurs de viande porcine, ils auront disparu, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas vivre décemment de leurs revenus. J'aimerais qu'on voit la souffrance de ces personnes, qu'on voit leur inquiétude, qu'on comprenne qu'un producteur de fruits et légumes aujourd'hui, avec le niveau auquel sont les salaires et les charges français, ne peut pas s'en sortir. Il ne sera jamais, jamais compétitif. Il peut faire les meilleurs produits du monde, il ne sera pas compétitif. Eh bien, si vous voulez demain ne plus manger que des pommes aseptisées venues du Chili, continuons comme ça. Si vous voulez détruire des dizaines de milliers d'emplois, continuons comme ça. Moi, je préfère qu'on baisse massivement les charges sur les salaires les plus bas et qu'on permette à nos producteurs de fruits et de légumes de vivre correctement. Pour les producteurs de viande, je vois que c'est devenu à la mode de critiquer toutes les grandes installations. Les grandes installations porcines, les grandes installations bovines. Enfin, je suis désolé, si on veut être compétitif, il faut laisser des éleveurs se regrouper. Si on veut être compétitif, il faut admettre que 2, 3, 4 éleveurs se mettent ensemble sur une grande exploitation, plutôt que de laisser un seul éleveur travailler 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, pour un revenu de 700 € par mois. Pourquoi il n'y a pas un jeune qui veut reprendre aujourd'hui une exploitation bovine? Parce qu'il n'y a pas un jeune qui veut s'endetter jusqu'au cou pour toucher 700 € par mois et travailler 24 heures sur 24 dans sa journée. Alors si on ne prend pas la mesure de cela, si on ne simplifie pas drastiquement les règles, les contrôles, les surveillances, les obligations administratives, on n'y arrivera pas. Quand 2 jeunes veulent fusionner leur exploitation porcine en Allemagne, l'instruction du dossier prend 3 mois. Évidemment, les jeunes y foncent, ils se mettent ensemble, ils regroupent les exploitations, ils deviennent compétitifs. En France, quand vous voulez regrouper 2 exploitations porcines, ça prend 2 ans pour avoir l'autorisation. Bien, je peux dire qu'en 2 ans, vous avez le temps de baisser les bras et de vous dire que dans le fond, vous allez faire autre chose, parce que ras-le-bol d'attendre le feu vert de l'administration. Moi, je veux une administration qui soit au service des Français, pas des Français sous la coupe de leur administration. C'est le vrai changement. Malheureusement, j'ajouterai à cela que notre industrie est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Toute la production industrielle européenne est en train de se concentrer en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie. Et elle part de France. Nous avons été l'un des plus grands pays industriels du monde. Il y a à peine 100 ans. Et on est en train de tout perdre. On a été la première puissance agricole européenne. Et nous sommes en train de tout perdre. Tout simplement parce que nous n'avons pas le courage de faire les choix économiques nécessaires. Tout simplement parce que, dès le début, en matière d'éducation, on ne s'est pas orienté nos jeunes vers les formations industrielles, les formations professionnelles. Je suis allé à Mulhouse il n'y a pas très longtemps. À l'université de Metz, il n'est pas loin, la filière psychosociologie dont je vous parlais, elle est pleine. Pleine à craquer. Les taux d'employabilité à la sortie, 3%. Ça veut dire que 97% de ces jeunes seront au chômage à la sortie. Et il y a un CFA, industrie, à Mulhouse, taux d'employabilité à la sortie, 98%. Tout le monde trouve un emploi. Seulement, il y a 750 places, et il y en a la moitié qui ne sont pas pourvues, parce que les jeunes ne veulent plus y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre la main là-dessus? Quand est-ce qu'on va revaloriser la filière professionnelle? Quand est-ce qu'on va revaloriser les CFA? Quand est-ce qu'on va revaloriser les métiers industriels?
Quand est-ce qu'on va alléger les charges sur les salaires? Quand est-ce qu'au lieu de faire le CICE, on aura le courage de faire la TVA sociale qu'on avait proposée et qu'on a refusé de mettre en œuvre 3 mois à peine après avoir été élu à la présidence de la République? Quand est-ce qu'on aura le courage de simplifier les règles du Code du travail pour que des industriels d'une PME de 10, 20 ou 30 salariés puissent embaucher quelqu'un, mais savoir que si jamais ça tourne mal, ils pourront se séparer de ce salarié sans se retrouver au prud'homme 6 mois plus tard, condamnés 1 an plus tard, avec une amende de 50 000 € à payer qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Il est temps qu'on prenne la mesure de ce que vivent notre industrie et notre agriculture, et que nous, la droite républicaine, on ait le courage de prendre les décisions devant lesquelles on a reculé depuis 30 ans. Bonsoir Monsieur le maire, je viens également de Clermont-Ferrand. Je voudrais aborder un thème qui malheureusement en politique est trop rarement abordé. Je vais parler de la culture. Parce que sans culture, point de vie sociale. Je voudrais également rappeler ce que M. Alain Juppé au dernier conseil municipal de Bordeaux a dit. Je ne sais pas si les messieurs Duguerry et de Périssol, maire de Grandeville, seront de cet avis, mais que les deux plus grands budgets d'une municipalité étaient l'éducation et la culture. Il a rajouté également que pour la première fois depuis 30 ans, au plus haut sommet de l'État, le budget de la culture était remis de façon scandaleuse. Donc je voudrais savoir, monsieur le maire, quelle est votre philosophie en matière de politique culturelle? Merci. Alors je terminerai par cette question, puis si certains veulent me poser d'autres questions, je prendrai un peu de temps à la sortie. Il y a une légende à laquelle je voudrais mettre fin, c'est que la culture est de gauche. Que tous les gens de droite seraient des gens totalement incultes, préoccupés uniquement de questions budgétaires et économiques et totalement ignares. À ma connaissance, c'est une ministre de gauche, de la culture, qui a indiqué qu'elle avait plus le temps de lire un seul livre. Pas un ministre de droite. C'est une ministre de gauche, de la culture, qui invite le nouveau prix Nobel de littérature français à déjeuner, mais qui n'a pas lu un seul de ses livres avant de le recevoir à déjeuner. Je ne sais pas très bien de quoi ils ont pu parler d'ailleurs, parce que la conversation a dû vite tourner court. À ma connaissance, c'est un maire de droite, le maire de Montluçon, qui a créé un magnifique musée des instruments de musique que j'ai eu l'occasion de visiter, avec des expositions permanentes, des expositions temporaires, et qui a investi massivement ici dans la culture à Montluçon. Et je pense que Daniel mérite vos applaudissements pour ce qu'il a fait pour la culture. À ma connaissance, c'est bien Pierre André qui a rénové des bâtiments 18e absolument magnifiques et qui a mis en place ce musée que j'ai eu l'occasion de visiter et qui est absolument extraordinaire lui aussi. Je regrette juste de ne pas avoir vu l'exposition Nourieff, je crois, dont beaucoup de monde m'a parlé et qui était exceptionnelle. Ce n'est pas des gens de gauche, à ma connaissance. Alors arrêtons d'avoir des complexes à droite sur cette question essentielle de la culture. Car oui, c'est une question essentielle en France. Nous sommes un pays de culture. Je vais vous dire aussi, la culture, avant la littérature, les arts plastiques, la musique, la culture c'est une langue. Et la droite doit défendre la langue française. Quand j'entends certains dire que pour que les jeunes enfants d'immigrés s'intègrent bien en France, le mieux c'est qu'ils apprennent la langue du pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est-à-dire très souvent l'arabe. Eh bien moi ma réponse est que leur langue c'est le français, que leur pays c'est la France, et que c'est en apprenant le français qu'ils s'intégreront bien à leur pays, qui est la France. Il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays d'origine, la mémoire de leur pays d'origine. Moi je pense que la meilleure faculté d'intégration, c'est quand on respecte la mémoire du pays qui vous accueille et qu'on connaît l'histoire de France et qu'on la respecte. C'est ça aussi la culture. Donc oui, je crois à l'intégration par la culture. Oui, je crois à la puissance de la culture comme vous et à la puissance de la langue française. Et j'aimerais bien que la droite s'empare aussi de ce sujet. Ne donnons pas le sentiment que la droite n'est préoccupée que par l'équilibre des comptes publics. La droite, elle doit traiter tous les sujets. Elle doit être capable de parler des questions de société et des questions économiques. Elle doit être capable de rétablir les déficits budgétaires, mais elle doit être capable aussi de défendre la langue française, la francophonie et le rayonnement de la France dans le monde. La droite, elle doit proposer un emploi à chacun,
la lutte contre le chômage, faire une place aux jeunes, mais elle doit être capable aussi de rétablir la puissance de la France en Europe et dans le monde, parce que nous en avons tous ici assez d'être humiliés par le rabaissement de la France à laquelle conduit la présidence de François Hollande. Humiliés. Et ça doit cesser. Et je pense que nous gagnerons, nous, la droite républicaine, si nous sommes capables de montrer que nous avons du cœur, que nous avons de la générosité, que nous sommes capables de redresser la France et d'écrire l'histoire de la France au futur, pas au passé. Avec François Hollande, il n'y a plus d'histoire de France. Il n'y a plus de destin français. Et d'ailleurs, il n'y a plus de France tout court. C'est une France misérable, rabaissée, humiliée, la France de François Hollande. C'est la France des petits compromis, des petites synthèses, des petits accommodements. C'est la France du mensonge permanent, où on dit une chose et son contraire et ça n'a pas d'importance. Où on promet aux familles, un jour, qu'on va défendre l'universalité des allocations familiales alors qu'on ne lui avait absolument rien demandé, pour 6 mois plus tard faire exactement le contraire et soumettre les allocations familiales à des conditions de ressources. La France de M. Hollande, c'est la France qui ne pèse plus en Europe. La France de M. Hollande, c'est la France de la toute-puissance de Mme Merkel en Europe. La France de M. Hollande, c'est la France de l'alignement systématique sur les États-Unis d'Amérique dans toutes les opérations extérieures que nous conduisons. Mais il faut qu'on sorte de ça. Et il faut que la droite retrouve un discours qui a un peu de souffle, qui a un peu d'ampleur. Que la droite sorte elle aussi, parce qu'il faut qu'elle balaye devant sa porte, de ces querelles de personnes, de ces petites invectives, de cette course perpétuelle à la présidence de la République qui nous affaiblit tous. Que la droite sorte de ces petites remarques acerbes les uns sur les autres, qui font la joie de tous les commentateurs politiques et la fortune de tous les écrivains qui écrivent des livres sur les remarques désagréables que les uns font sur les autres à droite. Que la droite sorte des petits calculs, des petites postures, des petits affrontements. Que la droite arrête de parler uniquement de ses problèmes personnels pour qu'elle parle des problèmes des Français. Que la droite arrête de regarder tout en haut et qu'elle soit capable d'aller auprès des Français, auprès de leurs difficultés, dans les zones rurales qui souffrent. Qu'elle comprenne qu'on a fait énormément pour les quartiers en difficulté, mais qu'on n'a quasiment rien fait pour les communes rurales, qu'on a laissé de côté leurs habitants à l'abandon, qui sont tous allés voter pour Marine Le Pen parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et qu'ils ont le sentiment qu'on les a laissés de côté. C'est ça que doit faire la droite. Et ça ne se fera pas individuellement. Ça ne se fera que collectivement. Et j'en reviens au sens de notre réunion ce soir. Tout ce que je vous dis, vous le décidez le 29. Je ne veux pas vous mettre la pression. Mais quand même, votre vote, il est décisif. C'est la dernière occasion que vous avez de reconstruire une droite républicaine, digne, respectable et fière d'elle-même. Si vous ne voulez pas que la droite s'enferre à nouveau dans la guerre des chefs, dans la préparation de la présidentielle, dans les querelles de personnes, avec des petits projets et de grandes ambitions personnelles, eh bien je vous conseille de faire le choix du renouveau. Moi je veux de grandes ambitions collectives pour la France et je propose qu'on fasse passer les petites ambitions individuelles derrière notre ambition collective pour notre famille politique et surtout pour notre pays. Merci à tous. Merci à Daniel. Merci à Pierre-André de sa présence. Merci à chacun de votre présence si nombreuse. Alors attendez, on va juste chanter, je crois, la Marseillaise et je viendrai vous répondre après. Chanter la Marseillaise. Allez, à Caplan Anton. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats?